Jonathan Lotz de Pulsi. Bonjour à tous, en tout cas ravi d'être parmi vous sur le plateau et bravo aux organisateurs et à toute l'équipe à King Elscombe, parce que quand on voit l'autre côté de la caméra on se rend compte et on mesure tout le travail de préparation. Je ne te le cache pas, c'est un nouveau métier que j'ai découvert avec des mots que je ne connaissais pas. Mais en tout cas, je les salue, hein, c'est une super équipe de vidéos qu'on a et je pense qu'on pourra réutiliser ça. Finalement, voilà, nouveau format. Il y a eu un hackathon Covid, il y a un hackathon des maths et bravo. Et content d'y contribuer un petit peu. Bon, tu viens nous parler de ce que vous faites chez Pulsi, développer l'usage de l'e-santé. Ça fait un moment que, puisque tu étais déjà chez Alsace e-santé, qui était le groupement de coopération sanitaire. C'est ça, oui. Donc, Pulsi, structure assez jeune, pas forcément connue de tous. Donc constitution mi-2018 pour une opérationnalité depuis 2019. Et donc aujourd'hui, je porte la direction gestion et développement. Et donc je me propose d'évoquer avec vous les aspects de développement d'usage de la e-santé, les enjeux associés, et puis comment à la fois les travaux régionaux et puis les travaux nationaux peuvent contribuer au développement, à faciliter le développement de l'utilisation et l'usage des solutions. Alors en préambule, qu'est-ce qu'on entend par la notion d'usage? Alors j'ai l'impression de présenter des vérités vraies, mais l'usage tout simplement, c'est le fait de servir de quelque chose. Bon, une fois qu'on a dit ça, développer l'usage de la e-santé, ça sous-entend finalement comment est-ce qu'on incite à se servir du numérique en santé. Et avant de s'intéresser proprement parler au numérique en santé, je vous invite juste en propos introductif de quelques petites minutes à s'interroger sur finalement comment on développe l'usage à titre individuel. On est tous en visio, on est tous derrière nos postes. Finalement, comment on a adopté les solutions qu'on utilise maintenant de manière récurrente tous les jours et qu'on connaît dans la grande majorité. Donc sur l'échange, on a plusieurs canaux possibles. On a l'email, on a le SMS, on a les solutions de messagerie instantanée. À un moment donné, on s'en rappelle pas tous, mais on a créé notre boîte de messagerie, notre employeur nous a fourni une. On a commencé à voir apparaître les espaces d'échange documentaire. Voilà, on a différentes solutions gratuites, payantes, qui nous permettent à la fois de surfer d'un device à l'autre, d'une tablette, d'un PC, d'un smartphone, mais aussi d'échanger entre nous des documents, configurés. Et puis les outils de collaboration, donc j'ai entendu parler de Slack, c'est grâce à ces outils aussi que l'événement peut se tenir et qu'on commence à les adopter. Donc à titre individuel, on adopte progressivement tout un tas d'outils. Et qu'est-ce qui fait que ces services, on décide de les utiliser, hein? Donc, premier constat, je pense évident pour tous, mais c'est important de le rappeler, c'est que le service qu'on adopte, il répond à un besoin. On a tous déjà téléchargé des services ou souscrit à des services d'essai finalement qu'on n'a pas gardé installés et dont on ne s'est jamais servi. Ensuite, faut que ce service, pour qu'on l'adopte, il faut qu'il soit facile à adopter. Il faut qu'on le trouve, il faut qu'il soit intégré à nos environnements de travail maintenant, Android, Apple, Windows et Linux, j'espère ne pas en avoir trop oublié. Et il faut qu'il soit user-friendly, donc il faut qu'il soit ergonomique, il faut qu'on ait envie d'y aller, il faut qu'on soit accompagné. Quand on ne comprend pas quelque chose, il faut qu'on ait du contenu en ligne et qu'on sache se documenter ou trouver de la formation. Dernier point qui fait qu'on adopte un service, de mon point de vue, c'est qu'il trouve sa communauté d'utilisateurs. Donc on a entendu parler du service, où on a été invité à s'y associer, où l'employeur nous l'a mis à disposition. Donc il y a tout un tas de services aujourd'hui, messagerie, outils collaboratifs, qu'on a fini par adopter avec cette perspective-là. Et par ces conditions-là. Alors si on s'intéresse maintenant au cas particulier des professionnels de santé, où là du coup c'est dans l'usage professionnel qu'ils vont trouver un besoin, une motivation. Alors de l'historique, qu'il soit alsacien ou région Grand Est, il y a plusieurs constats que je peux poser. Premier constat assez évident, pour que le service soit adopté, il faut que les professionnels trouvent de l'information liée à leurs patients.
C'est malheureusement pas toujours le cas et ça peut être rédhibitoire à l'adoption d'un service existant. Donc bien réfléchir à comment l'enrôlement patient est pris en compte. Deuxième motivation, c'est de ne pas perdre de temps. Idéalement d'en gagner, mais à minima pas en perdre. Et là, on constate qu'on a beaucoup de ressaisies, de modalités d'authentification récurrentes qui font que, aussi pertinent soit le service, on finit par, parfois, malheureusement, perdre du temps. Autre motivation, c'est la facilité du lien avec les autres utilisateurs, les autres acteurs de santé autour de, voilà, des patients que je suis ou des confrères ou spécialistes que je peux mobiliser. Donc, plus le service sera facile pour me mettre en lien avec un confrère, plus j'aurai de motivation à l'utiliser. Et puis un point essentiel pour voilà, toute la communauté, aussi bien médicale que médico-sociale, c'est la notion d'éthique et de respect du secret médical. Aussi bonne soit la solution, si on a un doute sur l'enjeu éthique, sur la capacité à respecter le secret médical, c'est un service qui ne sera pas adopté. Alors, Pulsi voilà, est un groupement régional d'appui au développement de la e-santé. C'est la structure publique pour la région Grand Est qui travaille pour justement apporter des solutions numériques cohérentes à disposition des acteurs de santé et des patients également. Donc on l'a évoqué, c'est le fruit des structures antérieures, donc Alsace e-santé, e-santé Champagne-Ardenne, Télésanté Lorraine, donc constituées depuis 1 an. Avec des valeurs qui ont constitué le nom Pulsi, donc proximité, unité, lien et synergie. Alors aujourd'hui, donc Pulsi est composé d'une gouvernance de 82 membres. Ils sont représentatifs des acteurs de santé, aussi bien les établissements sanitaires, donc publics, privés, à but lucratif ou non d'ailleurs, structures médico-sociales, personnes âgées, personnes en situation de handicap, et professionnels de santé à travers les URPS, médecins évidemment, mais également infirmiers, pharmaciens, pharmaciens, orthophonistes, orthoptistes, j'en oublie certainement. Voilà, et une particularité par rapport aux structures antérieures, c'est qu'on a embarqué dans la gouvernance les institutions. Donc on y retrouve l'Agence régionale de santé, qui reste notre premier financeur, mais également, et ça c'est une particularité nationale, les caisses primaires d'assurance maladie, qui sont porteuses du dossier médical partagé, de la généralisation de la messagerie sécurisée de santé, les conseils départementaux, qui sont des acteurs clés, notamment sur le social et le médico-social, et en membres et invités permanents, la région Grand Est. Voilà. On a 40 collaborateurs avec différentes voilà, compétences et on est installé sur 3 sites, Reims, Nancy et Strasbourg. Alors que fait Pulsi? Alors déjà on a voilà, plusieurs éléments de notre environnement qui vont favoriser ce qu'on a introduit en propos introductif. La première chose, c'est que Pulsi offre un bureau applicatif qui est un environnement intégré. On s'authentifie une seule fois et on a accès à l'ensemble des briques qui sont intégrées à l'environnement. On a ensuite un store applicatif qui va voilà, permettre et faciliter la présentation des services dans un ensemble cohérent et avec un ciblage par typologie. J'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, on a un bouquet de services qui sont urbanisés. C'est une notion que je développerai tout à l'heure, autour d'un socle commun qui permet de mettre en cohérence les différents services intégrés à cet environnement. Et enfin, on a une infrastructure qui est sécurisée, dont on est propriétaire. On maîtrise nos serveurs, on maîtrise les salles dans lesquelles ils sont installés, et on maîtrise ce qu'on installe dessus, avec une sécurité de redondance et une conformité hébergement données de santé. Voilà. Sur le bureau applicatif, comment ça se retranscrit? Eh bien, à partir d'un navigateur web, on accède au portail pulsi.fr et à partir de là, on a un bouton accès professionnel qui nous permet d'avoir donc les différentes modalités d'authentification forte qui sont prévues dans le cadre de la politique générale de sécurité des systèmes d'information. Donc, code à usage unique, OTP pour le one-time password, tout ce qui relève de la carte CPS
Et en exclusivité, en juin, on aura l'intégration de la ICPS qui est déjà disponible sur les stores, qui va permettre de dématérialiser la carte à puce, travaux initiés au niveau national par Dominique Pont. Une fois qu'on est authentifié de façon sécurisée, eh bien, le professionnel de santé accède à son espace et aux différents composants associés sans avoir à se réauthentifier. Donc on peut aller d'un service à l'autre à partir du moment où il est intégré à l'environnement. Voilà, à titre en ordre de grandeur, donc on a aujourd'hui 5500 connexions quotidiennes à cet environnement. Sur le store, eh bien, sur le bouton d'à côté, on a la possibilité de découvrir les services. On accède au store.pulsi.fr avec les différentes catégories proposées. Donc, si j'interviens au titre d'un établissement de santé, eh bien, je vais avoir les services qui me correspondent, qui vont être présentés. Si je suis médecin ou professionnel de santé libéral, et dans toutes les déclinaisons, je vais avoir des services qui me sont adaptés. Et que je vais pouvoir découvrir à travers des pages d'enrôlement qui vont me présenter les services et me permettre d'y souscrire, de demander ma création de compte ou une prise de rendez-vous puisqu'on a des services qui nécessitent des qualifications. Sur le store, on est à peu près à 10 000 pages vues par mois. Et donc, pour une population de combien de médecins sur la région? Alors, sur les médecins, dans leur globalité, on est autour de 16 000 praticiens, avec à peu près la moitié qui sont en exercice libéral. Voilà. Donc sur le socle, pour ceux qui, et j'y reviendrai, pour ceux qui ont déjà connaissance de la doctrine technique, du virage numérique en santé, eh bien, on a transposé cette présentation pour montrer qu'on est inscrit, et heureusement Pulsi est en charge de sa déclinaison, dans la cible 2022 de la maison et du virage numérique qui se compose donc en 3 pans. Pour les bouquets de services, un pan dédié aux professionnels de santé, un pan dédié aux citoyens, patients et usagers, et puis un pan dédié à la donnée de santé, à sa visualisation, à son traitement en conformité de la réglementation. Et puis en dessous, on retrouve les composants socles, en tout cas une partie de ceux qui sont envisagés à terme au niveau national, mais qu'on est déjà en mesure de délivrer à l'échelle régionale, avec donc le portail dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est associé à un annuaire régional. On va référencer l'ensemble des acteurs de santé utilisateurs et gérer leurs droits, leurs habilitations aux différents services intégrés. On a le répertoire opérationnel des ressources, qui est une description détaillée et fine des différentes offres de services par établissement, avec les coordonnées de contact, les éventuelles disponibilités. On a un composant qui porte un nom barbare, donc je ne saurais pas, désolé, EAI, je ne saurais pas retranscrire. C'est un gestionnaire de flux, donc on va récupérer des données à un endroit, dans un environnement informatique, le transposer dans un autre, et c'est ce qui va permettre de gérer certaines formes d'intégration. Enterprise Application Integration. Merci. On a ensuite le serveur de rapprochement des identités patients. Donc, on est en train de fédérer les identités à l'échelle régionale, aussi bien pour les besoins d'identité-vigilance que pour les besoins de mise en cohérence des dossiers, entre les dossiers métiers gérés par les professionnels et dans les établissements, que les services régionaux, et pour les besoins de fédération de dossiers à l'échelle des groupements hospitaliers de territoire. En développement, on a des travaux autour de la gestion du consentement patient. Comment on réaffiche en visibilité au patient quel consentement il a donné, comment on lui permet de revenir sur son éventuelle décision par une interface unifiée, comment on simplifie au service d'admission et aux professionnels ce recueil de consentement dont il doit faire preuve. Et donc là, on a des travaux de dématérialisation qui s'envisagent par l'envoi de SMS, par l'envoi de liens par email, où ensuite on va gérer en différé le processus d'enrôlement. Des chantiers d'agrégation de rendez-vous. On retrouve la notion de rendez-vous partout, dans les agendas établissements. C'est pas Doctolib qui a pris le marché, là? Alors Doctolib, il a pris un positionnement sur la prise de rendez-vous en ligne. Pour autant, un praticien, si on prend cet exemple-là, un praticien libéral, il va gérer son agenda Doctolib, il va gérer un agenda lié au parcours patient, il va gérer un agenda lié à la téléconsultation, et tout ça n'est pas forcément en cohérence, donc il va finir par gérer 3 agendas, et finalement aboutir à une gestion de plage par type d'activité. Alors que si on fédérait tout ça, on pourrait
voilà, simplifier les choses. C'est bien, on a un projet là-dessus. Ouais. On y travaille. Eh ben, très bien. Content de l'entendre, on suivra ça. Voilà, on retravaille sur l'entrepôt de données et sur la logique de notification. Alors, patient en second temps, mais d'abord professionnel. Là aussi, comment par rapport aux différentes notifications que les services sont en capacité de délivrer, comment on permet aux professionnels d'accepter ou de refuser une notification et de choisir le bon canal entre une notification de son patient qui vient d'être hospitalisé ou une notification qu'un de ses résultats d'examen est mis en partage. C'est deux types de notifications, mais on n'a pas le même degré d'urgence. Et le professionnel peut choisir de l'avoir sur son smartphone ou par SMS ou par messagerie sécurisée selon ce qu'il souhaite et ce qui lui correspond. Voilà, simplement au niveau des chiffres, donc le portail c'est 100 000 visiteurs, l'annuaire c'est 115 000 acteurs référencés, on en a 13 000 actifs, le AI c'est donc 42 000 flux, donc quotidien, tous les jours on a 42 000 transactions. L'identité patient, c'est plus de 3 millions actuellement. On est en train de raccorder de nombreux établissements. On cible 4 millions d'ici fin d'année. Et l'Aurore, je passe rapidement pour avoir du temps pour la suite. Mais on a des niveaux de complétude qui commencent à être intéressants. Voilà, les bouquets de services, je passe rapidement. C'est simplement une répartition. Donc télémédecine, donc téléconsultation, téléimagerie, tout ce qui relève du stockage d'informations médicales, notamment sur la biologie et l'imagerie. On a un regroupement d'échanges de données autour des messageries sécurisées et puis des messageries établissements également, des services de dématérialisation des échanges médicaux et un appui aux solutions d'alimentation du DMP en lien donc avec l'assurance maladie. Et puis des solutions de parcours qui sont historiques et qu'on est en train de fédérer dans des travaux dont vous entendrez probablement bientôt parler autour de Parceo, qui va devenir l'outil régional voilà, à échéance 2021 sur la gestion des parcours et des fonctions associées. Voilà, donc tout ça, on l'a évoqué, c'est en cohérence avec toute l'urbanisation projetée dans la doctrine technique qui est portée par la délégation nationale de santé, avec le soutien de l'Agence nationale de santé, anciennement ASIP, en cible 2022, mais déjà en préparation. On a des premiers livrables. On évoquait l'e-santé, on a des premiers départements qui expérimentent l'application carte vitale pour avoir l'équivalent sur l'authentification forte d'un patient. Ouais. La récupération de ces informations associées, voilà, qui vont permettre de simplifier toutes les phases d'enrôlement qui aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, passent encore beaucoup trop, à mon avis, par la ressaisie d'informations. Donc voilà, je vous ai mis le lien, cette doctrine est très complète, elle est consultable, et ça permet d'éclairer aussi voilà, ce qu'il faut appréhender, je pense, quand on commence un développement de solutions innovantes en santé, voilà, pour bien préparer son intégration dans l'écosystème qui lui-même est en préparation. Alors, par rapport aux besoins et motivations des professionnels de santé, il me reste du temps. Oui, il te reste encore 10 minutes, puisque c'est 14h30. Parfait. Très bien. Donc, si je reviens sur les propos introductifs par rapport à cette présentation de l'environnement de Pulsy et des réponses qu'on peut apporter et dans lesquelles on souhaite embarquer voilà, les offreurs de solutions, j'y viendrai également. Alors, pour trouver l'information de son patient, eh bien, à partir du moment où on a fédéré les identités dans les solutions, eh bien, on va faciliter la mise en cohérence également d'un système à l'autre, dans le croisement de données et dans voilà, les schémas d'admission, d'enrôlement associés, qui vont faire qu'on va favoriser le fait qu'on retrouve bien un patient dans le service qu'on souhaite utiliser quand on est professionnel de santé. Sur le gain de temps, là aussi, le serveur de rapprochement d'identité, le serveur de gestion des consentements, le fait qu'on ait une authentification forte, mais une fois pour l'ensemble des services, voilà, va également permettre de gagner du temps. Quand on aura de l'agrégation de rendez-vous, on aura aussi voilà, des modes d'organisation qui vont pouvoir évoluer. Voilà.
Sur le lien avec les autres acteurs, eh bien, le fait qu'on fédère un annuaire régional avec la capacité de mobiliser ou de notifier à terme 115 000 professionnels va aussi contribuer à ce que tout ça voilà, soit incitatif, et les solutions intégrées vont pouvoir bénéficier de cette intégration à l'annuaire. Et puis sur le respect de l'éthique et le respect du secret médical, on est fortement engagé, on est sur de la conformité HDS, on est sur de la conformité RGPD, on accompagne les acteurs de santé sur ces sujets-là également, on a une démarche qualité forte et engagée, et puis on est au service de l'intérêt général, entité publique, donc voilà, on a plus de facilité finalement à travers ces statuts-là à s'engager sur ce respect également. Alors, pourquoi je vous présente tout ça et qu'est-ce que ça vient faire dans le cadre du Hacking Health Camp? Alors, c'est pour simplement mettre en avant que on a une ouverture en cours depuis l'année passée. On a un kit d'intégration à disposition des éditeurs, offreurs de solutions qui souhaitent faire l'exercice d'intégration. Et puis on a deux modalités. Alors une qui devrait être connue, c'est la commande publique. C'est le fait d'être entité publique à cette contrepartie. On travaille avec l'argent public, donc on a ces procédures. Pour autant, on a des facilités on a des ajustements de la réglementation qui commencent à être intéressants et qu'on commence à mettre en œuvre. J'évoquerai deux exemples. C'est le marché innovant, qui permet d'alléger les procédures quand une solution n'existe pas et de donner de la latitude aux établissements publics qui sont soumis à la commande publique pour accélérer les choses et commencer les travaux pour développer une nouvelle solution. Et puis on explore une nouvelle modalité qui s'appelle le système d'acquisition dynamique, où le principe, de manière très schématisée, c'est de poser un cadre de critères à remplir. À partir du moment où vous remplissez ces critères, on peut vous retenir. Vous pouvez être sur la durée du marché, qui en général est 4 ans. Eh bien, si à un moment donné, au moment de l'attribution, vous n'êtes pas en conformité, vous n'êtes pas retenu, si vous faites les chantiers de mise en conformité attendus, pour rentrer dans les cases de ce marché-là, eh bien, vous allez pouvoir vous repositionner et on va pouvoir vous intégrer à ce panel, ce qui montre que voilà, on peut avoir un élargissement de l'offre possible dans cette perspective d'intégration à l'environnement. Le deuxième axe de travail en cours, c'est, puis déjà engagé avec quelques éditeurs, c'est la convention de partenariat. Donc là, on n'envisage pas de flux financier entre Pulsi et l'éditeur. Pour autant, s'il s'engage dans l'intégration à l'environnement régional en cible de l'intégration à l'environnement national, eh bien, on va cadrer les responsabilités de l'un de l'autre, l'engagement réciproque, à travers une convention, et on va lui permettre d'intégrer l'environnement bureau métier applicatif. Quand on aura un environnement intégré patient, ce sera également envisageable. Et puis la mise en avant dans le Pulsi Store pour que les acteurs puissent avoir cette vision d'ensemble des solutions à leur disposition et cohérentes avec l'environnement en construction. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pour ces deux aspects, c'est plutôt pour les solutions déjà opérationnelles, déjà matures, vous l'aurez compris. Reste la question des solutions qui ne sont pas encore existantes et qui vont naître ce week-end à travers le Hacking Health Camp. Je voulais simplement rappeler que Pulsi est pleinement engagé dans l'association Prism, puisqu'on est à la fois membre fondateur et partenaire. Alors qu'est-ce que l'association Prism? C'est une association qui a vocation à offrir un environnement bac à sable qu'on est en train de définir et de cadrer avec Prism pour permettre finalement aux développeurs d'intégrer un environnement sur lequel ils vont pouvoir déjà, by design, s'appuyer sur des composants de référence et qui vont faciliter la transposition à l'environnement régional demain, national après-demain, dès la conception.
Ce qu'on constate, c'est que souvent, l'éditeur va, et on le comprend bien, développer ses propres couches. Et au moment où il se pose la question de l'intégration, ça va impliquer un réinvestissement de sa part, qui n'est pas toujours simple à obtenir et pour lequel il faut convaincre les investisseurs. Là, l'idée, c'est d'avoir une approche où, dès le départ, on va inciter les investissements dans un cadre avec des outils à disposition qui vont permettre, une fois l'outil existant et abouti, d'être transposé dans l'environnement opérationnel et de pouvoir être déployé à plus grande échelle et de manière accélérée. Voilà, écoutez, j'en ai fini. Merci Jonathan. Moi je viens tout de suite sur la question de la dimension régionale nationale. On a des initiatives comme ça au niveau régional, alors qu'on parle de ce système au niveau national. Quand je développe ma solution, je veux m'intégrer dans un système comme Pulsi, puis avoir accès justement aux médecins libéraux de la région. Pourquoi je dois le faire au niveau de la région? Pourquoi je ne le ferai pas au niveau national? Pourquoi ça fonctionne de cette manière-là? Alors, c'est pour ça que j'invite à consulter la doctrine technique. Il y a un phasage, en fait, Sébastien. Les travaux sont posés, les engagements sont pris. Il y a un petit délai de mise en œuvre. Et 2022, par rapport à l'historique qu'on peut tous connaître, pour l'instant, les annonces sont respectées, les livrables sont donnés. Donc, il y a une cible de livrables dont il est important, je pense, de prendre connaissance pour se préparer à un déploiement national à horizon 2022. En attendant, chaque région a son périmètre. En Grand Est, il est porté par Pulsi. On a des structures homologues avec lesquelles on interagit, mais comme la gouvernance n'est pas homogénéisée et qui reste dans les arbitrages qu'on a opérés sur les interfaçages, l'interopérabilité, tout n'étant pas cadré, on n'a pas forcément pris toujours les mêmes orientations. Donc tout ça va s'homogénéiser à horizon 2022. Mais ça ne veut pas dire non plus que vous allez tout ce que vous avez fait va être arrêté. C'est-à-dire que demain, ce sera juste compatible avec une autre région. C'est ça? Alors, on va progressivement, nous, continuer à suivre cette doctrine et à se mettre également, nous, en conformité. La cible, en fait, c'est que finalement, l'authentification, elle sera nationalisée, elle est déjà en bonne partie. Et puis, à partir de là, il y aura la déclinaison des différents services. Donc, proposés par les éditeurs ou proposés par les structures régionales qui vont mettre à disposition sur le périmètre qui leur revient les solutions pour les acteurs. Donc, on aura ces différentes couches, mais pour les éditeurs, ça va être du coup effectivement plus confortable de travailler à l'échelle nationale qu'avec les 13 régions en place. Ça, c'est sûr. Et donc du coup, moi j'ai sort du hackathon, j'ai une application qui est en prototypage. Je vais d'abord m'adresser à Prism pour m'intégrer, pour commencer à monter mon application pour qu'elle s'intègre dans la doctrine. Et ensuite, une fois que j'ai quelque chose de prouvé, je peux venir voir Pulsi et dire maintenant ça marche, comment vous me déployez au niveau régional, quoi. Comme on est pleinement associé aux instances de Prism, si vous êtes dans la mouvance de Prism, on vous aura identifié, on aura déjà interagi dans la perspective de l'intégration régionale. Si vous êtes déjà à un niveau de maturité suffisant pour passer cette étape de conception, vous pouvez nous solliciter à travers notre portail et puis on sera très heureux d'échanger avec vous pour voir comment on peut procéder par rapport à votre offre pour gérer cette intégration. Et répondre directement donc aux appels publics quand vous en avez. Et évidemment, on publie sur notre portail, mais sur toutes les plateformes de commande publique, tout nouveau besoin sur lequel on va... et donc côté adoption, on avait échangé ensemble avant le Hacking Covid, justement parce que tu doutais de la capacité des médecins à bien intégrer la téléconsultation, qui était un service de Pulsi déjà mis en œuvre, mais qu'avec le Covid, là il va falloir que tout le monde s'y mette. Comment ça s'est passé finalement? On avait lancé un projet autour de ça, on avait demandé aux épithèques d'aider, et puis finalement j'ai eu l'impression que les médecins ont bien adopté la
la technologie. Oui, on craignait dans cette phase-là d'être submergé. On a fonctionné à 40 personnes, on a fonctionné en gestion de crise, donc on a mobilisé tout le monde. Mais c'est vrai je t'avais sollicité pour anticiper le fait qu'on soit débordé et qu'on ait besoin aussi d'accompagner dans l'usage, au-delà de la création de compte, mais voilà, simplement installer une webcam, un micro, c'est pas forcément évident quand on l'a jamais fait, quand on n'a pas quelqu'un d'associé. Donc l'idée, c'était de mobiliser les étudiants qui avaient un peu de disponibilité pour répondre aux praticiens. Bon, on espère, en tout cas, il y a eu des prises de contact. Merci pour ce relais. Merci à tous les étudiants et leurs écoles d'avoir répondu à l'appel. Et c'est surtout que voilà, l'adoption a répondu présent. Les praticiens ont bien intégré la modalité sur différentes offres, hein, évidemment, il y en a plein. Nous, ce qu'on a observé sur les chiffres qu'on a, c'est qu'on est passé de 500 téléconsultations par semaine en moyenne à 400 par jour, en moyenne, sur toute la période. Donc, 10 fois plus. Voilà. Merci beaucoup, Jonathan, pour cette présentation. Et merci à vous. On partagera ton contact aux participants pour qu'ils viennent vous voir dès qu'ils ont quelque chose qui marche. Hein. Merci, Jonathan.